Il y a 5 ans, mes parents m'ont jeté, de chez eux. Aujourd'hui, ils veulent emménager avec moi. Ils se trompent lourdement. Je vais leur montrer exactement à qui ils ont affaire et leur prouver que j'ai changé. J'avais 23 ans lorsque je me suis rendu chez mes parents cet après-midi de jeudi, pensant que nous allions enfin mettre la tension derrière nous. Je nous imaginais assis à la table de la cuisine où j'avais fait mes devoirs d'enfant, réglant les différends qui avaient érigé un mur entre nous. L'air d'automne était vif quand je suis monté sur le porche. Et je me suis dit que le froid que je ressentais n'était que le temps, pas le moment qui m'attendait de l'autre côté de la porte. Hélène a ouvert en premier. Elle se tenait dans l'encadrement comme si seule sa main maintenait la maison debout. Vincent est apparu un pas derrière elle, les bras croisés. Aucun des deux ne souriait. J'ai essayé quand même. Je pensais qu'on pourrait parler, ai-je dit, forçant une gaieté que je ne ressentais pas. Les yeux d'Hélène ont parcouru mon visage. Illisible. Marcel, il vaut mieux que tu ne viennes plus ici. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Que veux-tu dire? Vincent a répondu, la voix plate. Tu n'es pas la bienvenue ici. Pas maintenant. Plus jamais. Tu dois apprendre à vivre par toi-même. C'est tombé comme un ordre, pas un conseil. Je suis resté figé, le couloir familier juste derrière leurs épaules, l'odeur de bois ciré s'échappant vers moi. J'ai voulu entrer, insister sur le fait que c'était toujours ma maison, mais la main d'Hélène s'est resserrée sur la porte. Tu t'en sortiras, a-t-elle ajouté presque doucement, comme si l'exil pouvait être adouci. Les mots m'ont vidé. J'avais 23 ans, j'étais encore en train de chercher qui j'étais censé être. Et soudain, les deux personnes qui avaient toujours défini le foyer m'enfermaient les portes. Ils n'ont pas claqué la porte. Ils l'ont juste fermée. Fermement et définitivement, jusqu'à ce que le seul son restant soit le léger clic du verrou s'enclenchant. Je suis resté sur le porche un instant de plus, mon souffle se condensant dans l'air de novembre avant de retourner à ma voiture. Le volant était froid sous mes mains alors que je démarrais le moteur, me demandant déjà comment j'étais censé construire une vie à partir de rien. L'appartement que j'ai trouvé était coincé au-dessus d'une rangée de magasins, le genre d'endroit que la plupart des gens dépassent sans le remarquer. Le loyer était bas, c'était tout ce qui comptait. Le tapis était usé jusqu'à la corde dans le couloir. Les murs tachés par les fantômes des locataires précédents. Et la nuit, l'enseigne au néon du restaurant d'en face bourdonnait à travers ma seule petite fenêtre. Pourtant, c'était à moi. J'ai apporté 2 cartons et une machine à coudre qui avait été un passe-temps. Maintenant, c'était mon seul point d'ancrage. Je l'ai installé sur la table de cuisine branlante et je l'ai fixé comme si elle pouvait me dire ce qui allait suivre. Mes premiers travaux étaient des miettes, ourler le pantalon d'un voisin, raccommoder une manche de veste. Les paiements étaient des billets froissés, des pièces pressées dans ma paume. Mais je m'y suis accroché comme à un trésor. Je faisais des économies partout où je pouvais. J'ai arrêté d'acheter du café, je me suis coupé les cheveux moi-même dans le miroir de la salle de bain, j'ai appris à faire durer un seul sac de courses toute la semaine. Chaque pièce que je ne dépensais pas allait dans un vieux bocal en verre que je rangeais au fond du placard. Au début, c'était pathétique, juste de la menue monnaie cliquetant contre le verre, mais cela me donnait quelque chose de solide à mesurer contre le vide que je ressentais partout ailleurs. Les nuits étaient les plus difficiles. Je m'asseyais sur le bord du lit, faisant défiler de vieux SMS de ma mère. La plupart étaient des rappels ordinaires, de petites nouvelles, même des blagues. Mais maintenant, ils se lisaient comme des reliques d'une langue que je ne parlais plus. Je cherchais de la chaleur entre les lignes, quelque chose qui me dirait que cet exil était temporaire. Mais le silence sur mon téléphone rendait clair que je ne reviendrais pas. Alors, j'ai travaillé, cousu, économisé, et je me suis rappelé que la survie devait suffire pour le moment. Ce que je ne savais pas alors, c'est que le bocal deviendrait plus que des pièces. Il deviendrait la preuve que je pouvais créer quelque chose de durable, même sans les personnes qui m'avaient dit que je ne le pouvais pas. Le bocal au fond de mon placard est devenu mon secret silencieux. Au début, il ne contenait que des centimes. Mais avec le temps, son poids a augmenté. Chaque travail que j'acceptais des rideaux pour le nouvel appartement d'un voisin, la réparation d'un manteau d'hiver pour un collègue, la couture d'un costume d'Halloween pour un enfant se terminait par des pièces ou des billets pliés dans ma main. Chacun allait directement dans le bocal. Ce n'était pas grand-chose, pas assez pour que quiconque le remarque, mais pour moi, c'était la preuve qu'il était possible d'avancer. Le bouche-à-oreille a fonctionné lentement.
L'ami d'une amie avait besoin de retoucher une robe de demoiselle d'honneur. Un homme du quartier voulait des rideaux sur mesure pour son salon. À chaque point, je me sentais moins en train de faire du surplace et plus en train de construire quelque chose de tangible. Le ronronnement de la machine la nuit remplissait le silence qui résonnait autrefois dans mon appartement. Et pour la première fois depuis qu'on m'avait mise à la porte, j'ai commencé à croire que je pourrais me tailler une vie sans l'approbation de mes parents. Pourtant, la blessure n'était pas partie. Un samedi matin au marché. Je les ai vus de l'autre côté de la rue. Hélène portait un cabas de produits frais. Vincent marchait à ses côtés, et ils avaient l'air inchangés, comme si les années avaient passé sans conséquence. Je me suis figé, m'attendant à moitié à ce qu'ils me regardent, qu'ils reconnaissent au moins mon existence. Ils ne l'ont pas fait. Leurs yeux sont passés devant moi comme si j'étais une étrangère. Je suis resté là, serrant un sac de chute de tissu que j'avais troqué, une chaleur montant dans ma poitrine. J'ai voulu les appeler pour prouver que j'étais toujours là, toujours debout. Au lieu de cela, je suis retourné vers mon appartement, le bocal attendant dans le placard comme un rappel silencieux. Chaque pièce que je laissais tomber dans ce verre ne marquait pas seulement la survie. Elle marquait la distance. Chaque petit tintement était une limite que j'apprenais à poser, une façon de me dire, ils ne me verront peut-être jamais, mais je vois ce que je suis en train de construire. Et le jour est venu où le bocal était assez lourd pour que je me demande ce qui pourrait suivre. Au moment où j'ai eu 25 ans, le bocal dans mon placard était devenu trop lourd pour être soulevé sans les deux mains. Je l'ai vidé un soir, étalant les pièces et les billets sur le sol en piles bien nettes. Ce n'était pas grand-chose selon la plupart des standards, mais c'était assez pour un acompte sur quelque chose que je pourrais appeler mien. La maison que j'ai trouvée se trouvait en périphérie de la ville. Son revêtement était écaillé et le jardin envahi par les mauvaises herbes. La plupart des gens y voyaient un fardeau. J'y ai vu un début. Signer les papiers semblait surréaliste. Pas de co-signataire, pas de filet de sécurité familiale, juste mon nom, seul. Quand je suis entré dans le salon vide, l'air sentait la poussière et l'abandon. Mais en dessous, je pouvais sentir le potentiel. Mes amis ont secoué la tête quand je leur ai dit. C'est un gouffre financier, a dit l'un d'eux. Tu le regretteras. Mais le regret était déjà ce avec quoi je vivais. J'avais besoin de quelque chose qui m'appartienne, même si cela venait avec des planches cassées et de la peinture qui s'écaille. J'ai commencé par les plus petites choses. Une nouvelle couche de peinture dans la cuisine. Des rideaux que j'ai cousus moi-même. Des rosiers plantés près des marches de l'entrée. Leurs racines s'agrippant au sol que j'ai retourné avec des mains pleines d'ampoules. Chaque amélioration était lente, souvent faite tard le soir après avoir terminé des travaux de couture pour joindre les deux bouts. Mais chaque changement rapprochait un peu plus la maison de moi. Il y a eu des moments où j'ai failli céder au doute quand la plomberie a lâché, quand j'ai retiré un vieux tapis pour trouver du bois déformé en dessous. Je me suis demandé si j'avais pris plus que ce que je pouvais gérer. Mais chaque problème que j'ai résolu m'a redonné un peu de la confiance que je pensais avoir perdue. Les mois ont passé et la maison a commencé à refléter non seulement l'effort, mais la résilience. Les murs n'échoppaient plus au vide. Ils portaient le son de ma machine à coudre, la radio jouant doucement pendant que je travaillais, le bourdonnement d'une vie construite à partir de rien. Je m'arrêtais parfois sur le seuil, regardant les rosiers qui commençaient à fleurir et je pensais, voilà en quoi la survie s'est transformée. Pas seulement tenir le coup, mais créer un endroit où personne ne peut me dire que je n'ai pas ma place. Et c'est à ce moment de triomphe fragile que l'appel que je n'attendais plus est enfin arrivé. 5 ans se sont écoulés avant que leurs voix ne retrouvent leur chemin dans ma vie. J'étais dans le jardin cet après-midi-là, agenouillé dans la terre, les mains couvertes de terre, plantant des bulbes. Les rosiers que j'avais plantés près des marches étaient plus grands maintenant, leurs bourgeons gonflés de couleurs. C'est alors que mon téléphone s'est allumé sur la rampe du porche. Le nom sur l'écran m'a glacé. Maman. Pendant un instant, j'ai juste fixé l'écran, à moitié convaincu que c'était une erreur. Mon pouce a hésité avant que je ne glisse enfin pour répondre. Allô. Ma voix semblait plus stable que je ne le sentais. Marcel, a dit Hélène, son ton inhabituellement doux, presque mielleux. Ça fait si longtemps. Comment vas-tu? Derrière ces mots, j'ai perçu le faible murmure de mon père, comme s'il lui soufflait ses répliques. J'ai essuyé la terre de mes paumes sur mon jean. Je vais bien, ai-je répondu prudemment. Elle a hésité avant de continuer. Ton père et moi avons eu une période difficile. Ses heures ont été réduites et l'hypothèque.
Elle s'est interrompue avec un soupir, puis a ajouté, « Nous avons discuté et nous pensions que nous pourrions peut-être rester avec toi un moment, juste le temps de nous remettre sur pied. » L'air semblait s'épaissir autour de moi. Je suis resté debout, fixant les rosiers que j'avais soignés, de simples bâtons devenus pleins de vie. Ma poitrine s'est serrée avec quelque chose que je ne pouvais nommer. Une partie de moi voulait croire que c'était un pas vers la réconciliation. La partie de moi qui rejouait encore de vieux textos tard le soir. Mais une autre partie se souvenait de la porte se fermant, de la finalité dans la voix de mon père quand il m'avait dit que je n'étais pas la bienvenue. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille. « C'est inattendu », ai-je dit lentement. Hélène s'est empressée de combler le silence. Ce serait temporaire. Bien sûr, nous contribuerions aux factures. La famille devrait être là les uns pour les autres. Ces mots sont tombés avec un poids familier, comme une clé tournant dans une serrure que je n'avais pas demandée. J'ai accepté d'y réfléchir, bien que mes entrailles se soient déjà nouées de malaise. Nous avons terminé l'appel poliment, presque chaleureusement. Mais alors que je posais le téléphone, mes mains tremblaient dans le silence. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir car sous la douceur de son ton, j'ai entendu tout autre chose, le désespoir, et je devais savoir ce qu'il cachait. La nuit après l'appel, je me suis assise à ma table de cuisine, fixant mon téléphone, rejouant chaque mot. Une partie de moi voulait croire que mes parents avaient simplement besoin d'aide. Que c'était peut-être la façon de l'univers de réparer ce qui avait été brisé. Mais le malaise dans mon estomac ne me laissait pas en paix. Leur voix avait été trop polie, trop prudente. Le lendemain matin, j'ai appelé Diane. Elle avait été une présence constante pendant mes années les plus difficiles, une amie qui ne demandait pas plus que ce que je pouvais donner. Quand j'ai expliqué, sa réponse a été calme mais ferme. « Laisse-moi vérifier, juste au cas où. » 2 jours plus tard, j'étais assise en face d'elle dans son bureau, l'odeur de café brûlé flottant entre les piles de papier. Elle a fait glisser un mince dossier sur le bureau. « Tu devrais voir ça. » À l'intérieur se trouvaient des copies de documents judiciaires, 2 avis d'expulsion déposés au cours de la dernière année, des dettes de cartes de crédit dépassant les limites, de petites créances de voisins et de connaissances qui avaient prêté de l'argent et ne l'avaient jamais revu. Ma gorge s'est serrée en parcourant les pages. Mais ce qui m'a glacé, c'est la dernière feuille, une demande de crédit. L'écriture soignée de mon père remplissait les cases, et dans l'espace marqué « Référence », mon propre nom apparaissait. « Je n'ai jamais accepté ça », ai-je murmuré. « Je sais », a dit Diane doucement. « Mais il t'a utilisé pour paraître stable. C'est un schéma, Marcel. Il se noie et il s'accroche à tout ce qui flotte. » J'ai refermé le dossier lentement, mes mains tremblant contre les bords en carton. Une partie de moi voulait croire que le désespoir les y avait conduits, que la peur les avait transformés en personnes que je reconnaissais à peine. Mais la plus grande partie savait mieux. Il ne s'agissait pas de réconciliation. Il ne s'agissait même pas de famille. Il s'agissait de commodité. Je suis sorti du bureau de Diane, serrant le dossier, les papiers à l'intérieur cliquetant comme des preuves pour un procès qui n'avait pas encore commencé. Et au moment où j'ai atteint ma voiture, je savais que je devais voir jusqu'où ils étaient prêts à aller. J'ai attendu 2 jours avant d'appeler. Assez longtemps pour que mes nerfs se calment. Assez longtemps pour répéter les mots. Le dossier de Diane était ouvert sur la table à côté de moi, ses pages comme des témoins silencieux. Quand Hélène a répondu, sa voix était enjouée, presque soulagée. « Marcel, j'espérais avoir de tes nouvelles », a-t-elle dit. J'ai forcé un tremblement dans ma voix. J'aimerais avoir de meilleures nouvelles. Les réparations de la maison ont coûté plus cher que prévu, et un client a annulé une grosse commande. Honnêtement, je ne sais pas comment je vais payer les factures ce mois-ci. Si les choses empirent, je devrais peut-être même vendre. Le silence qui a suivi a été bref mais lourd. Puis la voix d'Hélène a changé. Le miel avait disparu. Oh. Eh bien, peut-être que notre emménagement n'est pas la meilleure idée pour le moment. Nous ne voudrions pas ajouter à ton stress. J'ai attendu, espérant un soupçon de réconfort, une suggestion que mon bien-être importait au-delà de ce que je pouvais fournir. Rien n'est venu. Au lieu de cela, la voix de mon père est intervenue, ferme et sans sympathie. Nous ne pouvons pas nous lier à l'instabilité. Nous avons nos propres problèmes à gérer. Les mots ont coulé comme des pierres. J'ai dégluti difficilement, les laissant résonner avant de répondre doucement. Je comprends. Hélène s'est empressée d'adoucir les angles.
C'est juste un mauvais timing, ma chérie. Peut-être plus tard, quand les choses seront plus stables. Mais plus stable signifiait utile. Je pouvais l'entendre aussi clairement que si elle avait prononcé le mot. Leur intérêt pour moi n'était pas enraciné dans l'amour ou la réconciliation. Il était enraciné dans ce que je pouvais offrir, la stabilité qui leur manquait. Nous avons terminé l'appel poliment, Hélène ajoutant un rapide « je t'aime » qui sonnait creux à mon oreille. J'ai fixé le téléphone après avoir raccroché, l'écran déjà sombre, et j'ai senti quelque chose en moi se stabiliser dans la clarté. Ils n'étaient pas revenus pour moi. Ils étaient revenus pour ce que j'avais construit. Et s'ils pensaient que je le leur céderais si facilement, ils allaient apprendre à quel point ils se trompaient. Ils sont venus un dimanche après-midi sans appeler d'abord. J'ai vu leur voiture entrer dans l'allée, sa vue ravivant de vieux souvenirs que j'avais essayé d'enterrer. Le temps que j'ouvre la porte, Hélène souriait déjà trop vivement. Vincent se tenait juste derrière elle avec un dossier sous le bras. Nous avons bien réfléchi, commença Hélène, son ton chaleureux mais répété. Cet arrangement pourrait fonctionner pour nous tous. Nous emménageons, aidons à l'entretien, et puis ensemble, nous mettons la maison sur le marché. Les prix sont excellents en ce moment. Tu aurais de l'argent frais. Nous aurions un nouveau départ. Tout le monde y gagne. Vincent s'est avancé, ses yeux balayant le couloir au-delà de moi comme pour mesurer ce qui serait bientôt à lui. C'est le choix pratique, a-t-il ajouté. J'ai soutenu leur regard, calme et silencieuse, avant de m'écarter juste assez pour attraper le dossier qui attendait sur ma console d'entrée. Sans un mot, je l'ai placé entre nous et je l'ai ouvert. Dossier d'expulsion, avis de dette, la demande de crédit avec mon nom griffonné comme référence. Le sourire d'Hélène a vacillé. La mâchoire de Vincent s'est crispée. Je sais, ai-je dit calmement. Je sais exactement pourquoi vous êtes ici, et ce n'est pas parce que je vous manque. Vincent s'est hérissé. Tu as fouillé dans nos vies. J'ai cherché la vérité, ai-je répondu d'un ton égal. Parce que vous avez cessé de l'offrir. Hélène a essayé un ton plus doux. Nous voulons juste repartir à zéro, être à nouveau proches. J'ai secoué la tête. Non. Cette maison n'est pas votre échappatoire. C'est ma vie. Je l'ai construite centimètre par centimètre, et je ne vendrai pas ma tranquillité pour couvrir vos erreurs. Le silence qui a suivi était lourd, rompu seulement par le bruit du vent dans les rosiers dehors. Finalement, j'ai reculé sur le seuil et j'ai posé ma main contre le cadre. Si vous voulez de l'aide pour trouver des ressources, je vous enverrai une liste. Mais si vous voulez ma maison, la réponse est non. J'ai fermé la porte fermement, l'écho me rappelant une autre porte fermée des années auparavant, mais cette fois, c'était la mienne à fermer. Quand le loquet a cliqué, j'ai appuyé mon front contre la porte et j'ai laissé le silence s'installer. Pendant un instant, la maison semblait trop calme, comme si l'air lui-même attendait que je décide de la suite. Ma poitrine me faisait mal, non pas de la piqûre aiguë du rejet que j'avais connu, mais de quelque chose de plus lourd, un chagrin pour toutes les années que j'avais perdues à essayer de mériter ce qui n'allait jamais être donné. Les larmes sont venues alors, soudaines et chaudes. Elles n'étaient pas pour Hélène ou Vincent. Plus maintenant. Elles étaient pour la version plus jeune de moi qui s'était tenue devant leur maison il y a 5 ans, croyant que sa valeur pouvait être effacée d'un seul coup de porte. J'ai pleuré pour le temps perdu dans le doute, pour les nuits passées à faire défiler de vieux messages, espérant que le silence se briserait en pardon. Quand les larmes ont finalement ralenti, j'ai essuyé mon visage avec le talon de ma main et j'ai pris une profonde inspiration. Puis j'ai atteint le verrou, l'enclenchant fermement. Cette fois, le son n'était pas celui du rejet, c'était celui de la protection. Je suis allé dans la cuisine et j'ai rempli un petit arrosoir, l'emportant dans le jardin. Les rosiers près des marches captaient la dernière lumière de l'après-midi, leurs pétales se déployant dans des tons de rose et de rouge. J'ai versé de l'eau doucement sur leurs racines, la regardant s'infiltrer dans la terre que j'avais retournée de mes propres mains. Le calme qui s'est installé autour de moi n'était pas vide. Il était plein, ancré, certain. Pour la première fois depuis des années, le poids sur mes épaules semblait plus léger. J'ai redressé l'arrosoir qui pendait mollement de ma main et j'ai regardé la maison derrière moi. Elle ne semblait plus fragile. Elle semblait mienne. Il y a 5 ans, j'ai quitté la maison de mes parents avec rien d'autre que mes clés de voiture et un nœud dans l'estomac. J'avais 23 ans, sans direction, et convaincu que le fait d'être chassé signifiait que j'avais échoué. Aujourd'hui, à 28 ans, je parcours les pièces de ma propre maison et je ressens une stabilité que personne ne peut m'enlever.
Le silence que je craignais autrefois est devenu une sorte de compagnon. Il m'enveloppe quand je me réveille le matin et me suit tandis que je travaille tard dans la nuit, aussi constant que le ronronnement de ma machine à coudre. Cette maison, avec ses murs rapiécés et ses planchers qui craquent, porte mes empreintes dans chaque coin. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais elle est une preuve. La preuve que je pouvais recommencer sans eux. La preuve que la survie peut se transformer en quelque chose de plus fort. J'imagine parfois ce que je ferais s'ils frappaient à nouveau. S'ils venaient non pas avec des plans ou des exigences, mais avec honnêteté. Je sais que je pourrais me tenir sur le seuil et écouter. Mais jusqu'à ce que ce jour arrive, le verrou tiendra. Non par dépit, mais par respect pour moi-même, pour la vie que j'ai bâtie, pour les limites qui me gardent entière. Dehors, les rosiers sont en pleine floraison, leurs pétales captant le soleil de fin de journée. Je me souviens les avoir plantés comme de simples bâtons, me demandant s'ils prendraient jamais racine. Ils l'ont fait, à leur propre rythme, sans permission, sans approbation. Moi aussi. Je m'agenouille pour arracher une mauvaise herbe, j'essuie la terre de mes mains, et je me relève pour faire face à la maison qui porte mon nom, seul. Le passé ne semble plus être un poids. Il semble être une distance, et je n'ai aucune envie de la retraverser.